Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi c'est Sophia, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on explore une enquête assez pointue sur la gestion de l'eau au Maroc, un pays qui, on le sait, est confronté à une sécheresse historique. Oui, et l'idée centrale, c'est un paradoxe assez frappant. On a d'un côté des paysages de luxe, très verts, et de l'autre, une pénurie d'eau qui devient critique pour le reste du pays. C'est ça. On se base ici sur un article intitulé « L'or gris du Maroc, une guerre de l'eau cachée ». Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre un peu comment on en est arrivé là. Alors, commençons par ce paradoxe, ce contraste visuel. On parle de 6 ans de sécheresse, c'est énorme. Les barrages sont à des niveaux critiques, parfois moins de 30%. Oui, très bas. Et pourtant, on voit des gazons, des gorges arrosés, parfois même en pleine journée. Ça interpelle, forcément. Ah oui, ça choque même un peu quand on pense que ça menace directement l'eau potable, et puis l'agriculture, bien sûr. Face à ça, quelle est la solution officielle mise en avant ? Eh bien, la réponse qui est beaucoup poussée, c'est ce qu'on appelle l'or gris. Ce sont les eaux usées traitées, les EUT, qui sortent des stations d'épuration, les STEP. D'accord, l'or gris. Voilà. C'est présenté comme la solution durable au cœur d'un grand programme, le PNAEPI 2020-2027. L'objectif, c'est quand même de réutiliser 325 millions de mètres cubes d'ici 2030. C'est ambitieux. Et techniquement, ça veut dire quoi ? On arrive à rendre ces eaux vraiment utilisables ? Alors oui, il y a de vrais investissements technologiques. On parle de traitement avancé, traitement tertiaire, souvent avec des infections par UV, par chlore. D'accord. Le but, c'est d'atteindre une qualité dite A, selon l'OMS, qui est considérée comme sûre pour irriguer par exemple les espaces verts. Donc, on a la technologie, on a la capacité de traiter, mais l'article suggère que il a fallu créer un marché pour cette eau, pour cet or gris. Comment ça s'est passé ? Oui, c'est un point crucial de l'enquête. En fait, ça s'est fait beaucoup par des circulaires ministériels, notamment du ministère de l'Intérieur. Ah oui ? Oui, des interdictions très strictes ont été mises en place. Interdiction d'utiliser l'eau potable ou même l'eau des nappes phréatiques pour arroser les espaces verts, les golfs, remplir les piscines, même laver les rues parfois. Donc en gros, on oblige certains secteurs à utiliser cette EUT. C'est exactement ça. Pour ces usages bien spécifiques, l'EUT devient la seule alternative autorisée légalement. C'est renforcé par la loi 36.5 sur l'eau. D'accord. Du coup, ça crée mécaniquement une demande, un marché captif, si on veut. Et qui en bénéficie alors de ce marché ? L'article est assez clair là-dessus. Il y a les opérateurs des stations publiques ou privées, comme Veolia, via Amandiz, souvent dans des PPP, des partenariats publics-privés. Logique. Mais aussi, bien sûr, les promoteurs de golf, les résidences de luxe, et puis les municipalités pour leurs parcs et jardins. Justement, les golfs. L'enquête insiste beaucoup là-dessus. La consommation d'eau est considérable, non ? Ah oui, c'est énorme. Un seul parcours de golf, ça peut consommer entre 1 et 1,5 million de mètres cubes par an. 1,5 million. Oui. Prenez Marrakech, avec plus d'une douzaine de golfs. Faites le calcul, on approche des 20 millions de mètres cubes par an. C'est colossal. 20 millions. Et d'ailleurs, à Marrakech, c'est intéressant, les promoteurs de golf ont cofinancé une partie de l'infrastructure pour amener cette IoT, à hauteur de 22% dans un PPP. Ce qui suggère que l'infrastructure a été pensée, en partie, pour eux. Est-ce que la planification nationale va dans ce sens ? Les documents de planification semblent le confirmer un peu. Un rapport de la Banque mondiale, basé sur le plan national de réutilisation de 2015, prévoyait d'allouer, tenez-vous bien, 43% des UET aux espaces verts et au golf. 43%. Oui, contre 45% prévus pour l'agriculture. C'est presque moitié-moitié, alors que l'agriculture, ça emploie quand même plus de 30% de la population active au Maroc. Ce qui nous amène directement à l'autre côté du miroir, la petite agriculture, les fellas. L'article rapporte des témoignages assez durs, les puits à sec, le bétail qui meurt. Oui, un vrai sentiment d'injustice face à ces golfs tout verts. Pourquoi cet or gris, alors, il ne leur profite pas à eux ? Pourquoi c'est si difficile d'accès ? Il y a plusieurs raisons, plusieurs freins majeurs. Le premier, c'est le coût. Le prix de l'eau. Exactement. Produire une EUT de qualité suffisante pour l'irrigation agricole, ça reviendrait à environ 2,40 dirhams le mètre cube. C'est bien plus cher que l'eau classique, qui est autour de 1 dirham. Bah oui, plus du double. Voilà. Et la capacité des petits agriculteurs à payer ce surcoût, elle est jugée très faible.
Même l'eau dessalée qui est subventionnée à Agadir, à 5 dirhams le mètre cube, reste chère et va surtout aux cultures d'exportation. D'accord, le coût, c'est un obstacle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être des questions sanitaires? Oui, bien sûr, utiliser de l'EUT pour irriguer des cultures qu'on va manger, c'est soumis à des normes sanitaires hyper strictes. Ça complique les choses, ça peut augmenter encore les coûts. Logique. Et puis, il y a un point important soulevé par Idiode, le manque de subventions spécifiques pour l'accès à cette ressource EUT pour l'agriculture. L'État aide pour acheter du matériel d'irrigation économe, comme le goutte-à-goutte, Oui, ça on le sait. mais apparemment pas pour aider à payer l'eau traitée elle-même. Donc on aide pour le tuyau, mais pas pour ce qui coule dedans, si vous voulez. C'est une contradiction. Est-ce que l'article pointe d'autres angles morts? D'autres problèmes? Oui, il y a par exemple ce gaspillage qu'on voit parfois, l'arrosage en plein jour, malgré les interdictions. Ça pose la question de l'efficacité des contrôles, de la fameuse police de l'eau. Est-ce qu'on a les moyens ou la volonté de faire respecter les règles partout pareil? Bonne question. Et puis il y a ce sujet un peu tabou, rendre l'EUT potable. Techniquement, c'est possible, mais ça coûte très cher, presque comme le dessalement. Et surtout, il y a une grosse réticence psychologique, le fameux facteur dégoût. Une étude montrait que les gens sont pas très prêts à boire de l'eau recyclée. Donc, si on résume, on a un système qui développe une technologie, l'EIT, mais qui semble la diriger en priorité vers les usages les moins compliqués sanitairement et les clients les plus riches. Tourisme de luxe, golf, espaces verts, certaines cultures d'export comme les avocats ou les pastèques. C'est un peu ça, oui. Et ça peut sembler un peu en décalage avec les objectifs de souveraineté alimentaire affichés par ailleurs dans des stratégies comme Génération Green. C'est toute la complexité, et c'est là où l'article nous amène. Ça soulève une question qui va au-delà de la technique, une question vraiment politique au fond. Est-ce que cette politique de l'eau, telle qu'elle est menée, est juste, équitable, qui paye vraiment le prix de l'adaptation à la sécheresse, à la rareté de l'eau? Et est-ce que ce modèle, qui favorise ce mirage vert pour certains, est vraiment soutenable à long terme face aux besoins fondamentaux du pays et au changement climatique qui s'accélère? Voilà, qui donne à réfléchir en effet. Merci pour cette analyse. Merci à vous. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés sur Confluence. Si cette discussion vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pourquoi pas à laisser un commentaire. À très bientôt.